Il est 12h49 et vous êtes bien sur Europe 1. Le journal de la mi-journée se poursuit maintenant avec votre témoin de la semaine, Fabienne Lemoyle. Et je vous le disais, les députés ont donc donné leur feu vert en commission cette semaine à la PMA pour toutes les femmes, mesure la plus emblématique du projet de révision des lois de bioéthique dont l'examen devant l'Assemblée va débuter dans 10 jours. Mais on va le voir avec mon invité, cette future loi est bien loin de se limiter à cette mesure et les médecins attendent bien d'autres décisions sur la conservation des ovocytes ou encore l'indemnisation des donneurs. Bonjour Joëlle Belaïch-Allard. Bonjour. Présidente de la Société française de gynécologie et chef du pôle femmes-enfants au centre hospitalier des Quatre-Villes à Saint-Cloud. Vous-même avez été auditionné le 3 septembre par les députés. Déjà une question sur le climat qui entoure ce débat. 2000 amendements déposés, 2000. Ça annonce de nombreuses passes d'armes. Vous le redoutez ? Oui, on le redoute un peu. C'est très très important comme sujet, c'est très complexe. Il faudrait avoir du temps pour expliquer et tous nos députés et tous nos sénateurs sont soumis à une espèce de course de rapidité et nous le regrettons un peu. On voudrait pouvoir tout expliquer, c'est pas simple comme sujet. Et des passionnés, j'imagine, les débats. Alors les députés ont donné en commission le feu vert à la PMA pour toutes, mesure qui semble être acceptée par une grande majorité de Français quand on voit le tout dernier sondage IFOP qui dit que les 2/3 des Français sont pour la PMA pour les femmes seules ou en couple avec une autre femme. Un élargissement donc de la procréation médicale assistée qui amène d'autres questions, Joëlle Belaïch-Allard. D'abord celle du remboursement de la sécurité sociale. Ceux qui s'opposent à cette extension disent qu'on doit limiter ce remboursement à des causes médicales, aux problèmes d'infertilité. Votre avis ? Je crois que c'est pas très très important parce que c'est une goutte d'eau dans le budget de la sécurité sociale et que par souci d'égalité, le gouvernement a prévu que tout soit remboursé. Ça me semble assez juste finalement, même si c'était pas obligatoirement ce que nous professionnels nous souhaitions. C'est un faux débat pour vous, qui ne se pose pas. Oui, parce que c'est vraiment une somme qui est extrêmement minime. C'est un faux argument. C'est pas ça le principal argument. Alors l'autre question qui se pose, faut-il indemniser les donneurs de sperme pour les hommes ou d'ovocytes pour les femmes ? On le rappelle, la règle en France, c'est que le don est normalement anonyme et gratuit. Alors c'est vrai que le don est anonyme et gratuit chez nous. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Il faut savoir que donner son sperme, c'est très noble, mais c'est relativement facile. Donner ses ovocytes, c'est lourd. Il faut avoir une stimulation de l'ovulation, des injections, des prises de sang, des échos, une ponction sous anesthésie. Et il ne nous semblerait pas anormal à la grande majorité des professionnels que une indemnisation, j'ai pas dit rémunération, soit possible. Après, si on le fait pour les ovocytes, faut-il le faire pour le sperme ou pour le sang ? C'est vrai que ce sont d'autres questions. Mais en tout cas, pour les ovocytes, il serait légitime de dire merci et d'indemniser des peines encourues les femmes. À quelle hauteur ? Autour de 500 €, ça nous semblerait normal. En Espagne, les femmes touchent 1 000 €. Si vous dites qu'il faudrait indemniser, c'est aussi pour favoriser le don d'ovocytes, dont on sait qu'il va être forcément en augmentation. La demande va être en augmentation si on ouvre un peu plus la PMA. Et là, on arrive à une autre question, Joëlle Belaïch-Allard. Je rappelle, présidente de la Société française de gynécologie, c'est le manque de donneuses d'ovocytes. Alors, est-ce que la question n'est pas de demander, de faire en sorte que toutes les femmes puissent conserver leurs ovocytes, justement ? Alors, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est principalement quand on a un cancer qu'un traitement peut altérer la fertilité, que c'est possible dans une 40aine de centres en France. Si on faisait l'autoconservation, c'est-à-dire si les femmes, quand leur fertilité est encore optimale, autour de 35 ans, pouvaient conserver leurs ovocytes si elles n'ont pas encore fait leurs enfants. Et ça ne concernerait absolument pas toutes les femmes. Ça concernerait seulement celles qui n'ont pas rencontré celui, parfois celle, avec qui faire un enfant. Pourquoi c'est important pour vous ? Alors, c'est vrai que c'est très important pour les professionnels. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup plus de la PMA pour toutes. Vous avez raison, parce que les associations des couples de femmes et les associations de femmes seules savent très bien se défendre. Je les soutiens, mais elles n'ont pas tellement besoin de l'aide des professionnels, parce que de toute façon, elles ont les bons arguments, elles se défendent. Pour l'autoconservation, les femmes ne savent pas que c'est un vrai risque, la chute de la fertilité avec l'âge, et qu'elles ont besoin, si elles n'ont pas pu faire leur enfant à temps, de pouvoir faire cette conservation. Actuellement en France, ça n'est possible, comme vous l'avez dit, que si on va avoir un traitement pour un cancer, par exemple. Ce que nous voudrions, nous, professionnels, c'est que dans tous les centres, publics et privés, et pas seulement dans les 40 qui font de la préservation pour cancer, ça n'aurait aucun sens, il y a 103 centres en France, que tous les centres, dans l'autorisation d'AMP, puisqu'on travaille avec un régime d'autorisation, soit inclus automatiquement l'autoconservation. Pour vous, c'est important, Joëlle Belaïch-Allard, parce que
ces femmes qui viennent vous voir justement en consultation, qui après 40 ans n'ont toujours pas eu d'enfants, c'est pas juste pour des convenances personnelles. Alors, on pense toujours que ce sont des femmes carriéristes qui veulent pas faire leurs enfants à temps. Or, toutes les études scientifiques, toutes les enquêtes et puis la vie quotidienne, les patientes que je vois montrent que c'est pas ça du tout. Plus de 80% d'entre elles, ce sont des femmes qui n'ont pas rencontré à temps celui ou celle avec qui faire un enfant. C'est difficile, hein, les hommes veulent pas trop s'engager, ils sont pas tout à fait conscients de la chute de la fertilité avec l'âge, et donc le nombre de femmes seules qui disent « et moi je vois l'horloge biologique tourner, qu'est-ce que je peux faire ? Aller en Espagne et payer 2000 €. Non, c'est pas juste. Nous pouvons le faire, nous savons le faire, il n'y aura pas tant de demandes, mais toutes ces femmes-là, elles seront infiniment plus sereines, et quand elles rencontreront quelqu'un, elles ne seront pas obligées de lui mettre la pression pour dire « tu sais, il faut qu'on fasse un enfant parce que j'ai 39 ans si c'est pas maintenant » et que le monsieur se sauve. Parce qu'il y a effectivement une vraie chute de la fertilité. Alors ça, on l'oublie trop souvent. Il y a une chute de la fertilité à 35, à 37, encore plus, et on voit trop de femmes de 40 ans arriver, et tout ce qu'on leur propose, c'est le don d'ovocytes. Or, le don d'ovocytes, vous l'avez dit, il n'y a pas assez de dons d'ovocytes en France. Sauf que si les femmes autoconservaient, déjà, elles ne demanderaient pas de don d'ovocytes si elles ont leurs ovocytes à elles, conservés, et en plus, si elles ont la chance d'avoir fait leur enfant toutes seules, ou toute seule, je veux dire en couple, mais de l'avoir fait sans avoir recours à ce qu'elles ont autoconservé, elles pourront donner leurs ovocytes. L'autoconservation résoudrait le problème, en grande partie, de la pénurie de donneuses d'ovocytes. Une dernière question, Joëlle Béali-Chalard, la question de la procréation médicale assistée post-mortem. Le gouvernement est contre. Vous dites quoi quand une femme se retrouve veuve avec un embryon qui a été congelé ? Je trouve que ce qui est actuellement, c'est interdit de reprendre les embryons. La femme ne peut que les donner à un autre couple infertile à la recherche ou demander leur destruction. Dans la nouvelle loi, on va autoriser une femme seule à avoir un enfant. En quoi une femme veuve qui a des embryons qui viennent de son ancien conjoint ne pourrait pas les reprendre? Ça nous semble inhumain, alors, honnêtement. À partir du moment où il y a un changement dans la loi, il doit être beaucoup plus complet. C'est pas normal, c'est pas éthique, je dirais même, de ne pas l'autoriser. Alors, il faudrait pas tout de suite, pas quand la femme est sous le coup de mari qui vient d'avoir un accident de voiture, et ils ont encore des embryons congelés, qui a un délai minimum qui pourrait être 3 mois, 6 mois, un délai maximum qui pourrait être 2 ans, où la femme peut reprendre ses embryons si le conjoint a signé avant, et c'est ce qu'on demande tous, qu'il y ait une petite case, on fait signer beaucoup de choses, j'autorise en cas de décès ma conjointe à utiliser nos embryons. Merci beaucoup Joëlle Béali-Chalard. Je rappelle président de la Société française de gynécologie, chef du pôle femmes-enfants au centre hospitalier des 4 villes à Saint-Cloud, d'être venu échanger avec nous sur ce projet de loi de bioéthique qui arrive en examen dans l'hémicycle le 24 septembre prochain, et on l'imagine avec énormément de débats et avec votre volonté d'être pédagogique à notre micro aujourd'hui, de dépassionner un peu ce débat, et avec ces femmes que vous rencontrez au quotidien dans votre service. Merci beaucoup d'avoir été dans le studio ce midi. Merci à vous de m'avoir accueilli.